Bonjour, dans ce nouveau numéro d'Ivoire Clair, nous abordons un sujet qui nous touche probablement tous, à différents degrés, dans nos vies personnelles ou professionnelles. Je parle de l'illettrisme émotionnel. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est notre incapacité à identifier, différencier et exprimer nos émotions. Avec moi aujourd'hui pour y voir clair sur ce sujet, Éric Chabot. Bonjour Éric. Bonjour Pauline. Vous êtes conférencier, votre sujet de prédilection est la confiance au cœur de la performance et vous accompagnez les dirigeants et les managers sur leurs pratiques pour améliorer cette confiance au cœur de leurs organisations et vous intervenez sur toute la France. Exact. Alors pour démarrer, comme à mon habitude, j'aimerais qu'on définisse bien de quoi on parle. Alors qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on reconnaît l'illettrisme émotionnel, Éric ? Alors Pauline, l'illettrisme émotionnel, c'est notre incapacité à ressentir. C'est notre capacité à décrire nos émotions et c'est notre incapacité à les exprimer. Pourquoi c'est important de pouvoir décrire ces émotions ? C'est tout simplement notre capacité à être authentique. Et lorsque je travaille dans les organisations sur créer un climat de confiance ou augmenter sa propre confiance en soi, le premier pilier que l'on doit franchir pour développer sa confiance, c'est celui de l'authenticité. Mais je vous coupe, mais être authentique, oui. Être authentique tout le temps, est-ce que c'est vraiment approprié et aligné avec ce qu'on attend de nous en entreprise, par exemple ? Justement, tout dépend de ta définition de l'authenticité. Et pour moi, la définition de l'authenticité, c'est être en conscience de ses émotions dans l'instant présent. Or, comment vous pouvez être authentique si je ne suis pas capable d'être en conscience de mes émotions, si je suis dans l'illettrisme émotionnel ? Pour ça que l'illettrisme émotionnel est un fléau pour tout le monde, dans l'entreprise, mais pour nos enfants, pour les parents, pour le monde éducatif, parce que ça me coupe de mon authenticité, de mon unicité. On n'est pas vraiment soi. On n'est pas vraiment soi, et si on n'est pas soi, on a du mal à communiquer, on a du mal à décider, on a du mal à être performant. Donc en fait, en cherchant à être quelqu'un d'autre, eh bien, on va prendre la mauvaise décision, on va se tromper dans sa manière d'interpréter et d'agir par rapport à une situation. Exact. Elle vient d'où cette incapacité à dire, à ressentir et à dire, à utiliser nos émotions correctement ? Il y a plusieurs facteurs qui nous amènent à devenir un illettré émotionnel. La plupart de ces facteurs viennent de notre enfance. Souvent, nos autorités parentales, qui sont censées être des autorités saines, sont des autorités qui vont nous éduquer de la mauvaise manière vis-à-vis de nos émotions. Et pour les autorités scolaires, éducatives, c'est exactement la même chose. Pour exemple, on nous apprend à utiliser nos 5 sens, c'est-à-dire tout ce qui va nous permettre d'appréhender le monde extérieur. Mais très peu de personnes nous apprennent à appréhender le monde intérieur. Et le monde intérieur, c'est notre capacité à ressentir. Et on fait exactement l'inverse, on nous empêche de ressentir. Nos parents nous disent « ne pleure pas, t'es plus un bébé. Ne pleure pas, t'es plus une fille. » Ou même si t'aimes pas ton assiette, tu dois la finir. C'est-à-dire que quand bien même tu aurais du dégoût, tu dois quand même finir. On nous force à pas forcément exprimer notre joie. Donc si tu veux, nos émotions, on nous demande de les enterrer petit à petit. Et ce qui fait qu'on ne les exprime plus. Et quand on ne les exprime plus, on ne peut plus les reconnaître, on ne peut plus les ressentir. Et on ne peut plus les utiliser comme un vecteur, comme un message qui va nous permettre de progresser, de nous élever. Mais si je pense par exemple à la colère, qui est quand même une émotion forte, on dit quand même qu'il ne faut pas agir sous le coup de la colère. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette émotion ? Comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient ? Ok. Ce qu'il faut comprendre avec les émotions, c'est que toutes les émotions sont intelligentes. Okay, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence émotionnelle. Sauf que pour moi, c'est un terme qui est relativement abstrait. Je préfère parler de la douleur, de l'illettrisme émotionnel. Donc toutes les émotions sont intelligentes. Il y en a qui sont agréables, d'autres qui sont désagréables. La joie est agréable, la colère peut être désagréable sur le moment. Mais toutes les émotions, en latin, émotion, c'est ex movere, qui nous fait bouger vers l'extérieur. En anglais, c'est emotion, c'est le mouvement de l'énergie. Donc chaque émotion a un message à nous donner. La colère doit s'exprime parce que le message, c'est certainement qu'une de nos valeurs a été attaquée. Okay, donc c'est une défense de nos valeurs. Donc la colère s'exprime de manière, on va générer du cortisol, ça va libérer de l'adrénaline, ça va nous faire respirer mieux, oxygéner notre sang et nous préparer au combat. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est comprendre
qu'on ne doit pas prendre de décision sous la colère. Sous la colère, on a déjà tous dit des choses qu'on a regrettées par la suite. Okay, donc, dans l'intelligence émotionnelle, quand on est un lettré émotionnel, on sait que cette colère arrive, on sait l'identifier parce qu'on reconnaît les symptômes, tout simplement. Et on sait que cette colère, on la ressent parce que c'est certainement une de nos valeurs qui a été bafouée. Ça peut être l'intégrité, ça peut être l'honnêteté, ça peut être la liberté. Et comme on a été attaqué sur cette valeur, on a envie de réagir, on est en réaction. Un lettré émotionnel va le comprendre et va utiliser différentes techniques. La première étant de patienter. C'est-à-dire, je prends le temps, je marque un stop. Un stop, c'est savoir se taire, observer patiemment. Qu'est-ce qui se passe? Je me remets, je me ressens dans l'instant présent. Okay, je laisse passer un petit peu de temps et je vais pouvoir mentaliser et rationaliser cette émotion par la suite. Donc ça, on viendra aux manières de se guérir, enfin en tout cas d'essayer d'agir sur ce handicap dans la deuxième partie de l'émission, mais je reviens aux mécanismes qui font que quand on n'est pas à l'écoute de ses émotions, eh bien, on va prendre des mauvaises décisions et aller dans la mauvaise direction. Des exemples d'erreurs qui sont faites sous le coup des émotions ou en niant ces émotions, en milieu professionnel par exemple. Ok, déjà le mécanisme, comment ça fonctionne une émotion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut changer d'état émotionnel en un instant. Si aujourd'hui, je te demande de te rappeler de quelque chose qui a été triste, peut-être l'enterrement d'un proche, immédiatement, tu vas te mettre dans une certaine tristesse. Okay, si la minute d'après, je te demande de penser à tes enfants, à un moment joyeux avec eux, dans l'instant d'après, tu vas te remettre dans la joie. L'émotion, en fait, elle est conditionnée par notre système de pensée. Okay, c'est en fonction de ce que je pense que mon état émotionnel va être défini. Et mes pensées vont venir d'un certain nombre de choses, et notamment de mes croyances. Je vais te donner un exemple, en fait, pour illustrer ce que je suis en train de dire. Un homme attend sa femme un soir. Sa femme est en retard. Cet homme va avoir plusieurs types de réactions en fonction de ce qu'il croit. Si cet homme pense que les femmes sont infidèles, okay, c'est une croyance limitante. S'il n'a pas suffisamment confiance en lui et qu'il pense que tous les autres sont meilleurs que lui, il peut penser que sa femme a une aventure extra-conjugale avec son médecin, si elle est chez le médecin par exemple. Okay, donc qu'est-ce qui va générer à travers cette pensée-là? De la jalousie, qui est un sentiment issu de l'émotion colère. Et les comportements qu'il va avoir dépendent de son état émotionnel. Et les résultats qu'il va avoir, in fine, vont dépendre finalement de ce schéma de pensée qui va conditionner cette émotion. Mais la même personne peut avoir un schéma de pensée différent. S'il travaille dans une grande assurance comme rédacteur sinistre, il est habitué à avoir des catastrophes tous les jours. Il peut penser finalement que sa femme a eu un accident de voiture. Et dans ce cas-là, il va être dans l'inquiétude. Il ne va pas être dans la colère, il va être dans l'inquiétude. Et quand il va accueillir sa femme, quand il va rentrer, son comportement va être différent. Il va la prendre dans ses bras, il va se rassurer, il va lui faire un câlin. Donc, en fait, le comportement est ajusté à ton état émotionnel et lui dépend de ton système de pensée. Okay, et les pensées dépendent de nos croyances. Et on a tous des centaines de croyances limitantes. Et ce qu'il faut comprendre encore, c'est qu'on ne peut pas dissocier la pensée et les émotions. Parce que si ton émotion ne s'exprime pas assez rapidement, c'est-à-dire quelques minutes ou quelques heures après le ressenti de ton état émotionnel, au bout de quelques jours, cette émotion, tu vas la somatiser. Et quand tu la somatises, en fait, elle devient dans le champ des croyances, elle est associée à une expérience et ça peut te générer de la peur, c'est-à-dire que tu vas créer une expérience que tu voudras pas forcément revivre. Ça va modifier notre vision du monde, en quelque sorte. Ça va modifier ta vision du monde, exactement. Donc en fait, tu reboucles la boucle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans l'intelligence émotionnelle? Quand on est un lettré émotionnel, il faut accueillir cette émotion dans l'instant présent. Il va falloir définir et mettre des mots dessus. Il va falloir comprendre le message, et j'en reparlerai tout à l'heure. C'est quoi le message d'une émotion? Quel est le message qu'elle apporte? Et puis, il va falloir finalement se nettoyer de ces émotions pour éviter qu'elles somatisent. Bon, on verra comment on purge ces émotions de nos émotions juste après. Mais les émotions sont parfois aussi des phénomènes réflexes. Le système limbique, je crois, qui est celui qui nous maintient en vie, qui fait en sorte que l'espèce survit, va générer des émotions, notamment la peur, qui permet de s'échapper très vite d'une situation dangereuse. Donc, ce que je veux dire, c'est que les émotions ne sont pas toujours liées à une pensée. Elles peuvent surgir parce qu'on est dans une situation qui nous met en stress. Oui. Et ça, il faut apprendre aussi, j'imagine, à le reconnaître. Oui, alors, donc tu fais bien de le dire. Donc, les émotions, en fait, ce qu'on appelle les émotions primaires, donc viennent du système reptilien et arrivent directement dans le cerveau limbique. Donc, c'est la peur qui va te faire réagir de manière immédiate
Quand tu entends des pneus crisser sur la route, tu vas faire un pas en arrière quand tu t'apprêtes à traverser. Après seulement, tu vas commencer à penser que cette voiture était de l'autre côté et que ça va faire en sorte cette émotion primaire va te faire réagir sans passer par ton cortex, par ton cerveau préfrontal. Donc, tu ne vas pas analyser, tu vas réagir tout de suite. Donc, ça, c'était excessivement important pour l'être humain à l'époque de la préhistoire, parce que le monde était en danger, donc il fallait Donc la peur était excessivement importante, donc ça nous permettait de nous protéger. Le dégoût permettait d'éviter de manger de s'empoisonner. De s'empoisonner tout simplement. Donc en fait, toutes ces émotions avaient un rôle immédiat protecteur vis-à-vis de l'être humain. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a un peu moins de danger. Mais en fait, le danger, on va le voir contre notre ego. Notre ego va être attaqué. Quand nos valeurs vont être attaquées, quand notre système de croyance va être attaqué, on va réagir de la même manière, comme si c'était un danger extérieur. Et donc, ça nous entraîne sur des mauvais chemins. Alors, est-ce qu'on peut donner quelques exemples en milieu professionnel d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise manière d'être à l'écoute de ces émotions, qui a des conséquences professionnelles? Ok. Le problème d'un illettré émotionnel, celui qu'on rencontre le plus chez les dirigeants, en fait, il y en a deux. La première, c'est la gestion du stress. On sait très bien qu'un entrepreneur, un dirigeant dans une entreprise est soumis à un stress important et que savoir décrypter ses émotions va nous permettre en fait, de mieux gérer son stress. On le sait très bien, par exemple, les militaires utilisent des techniques pour gérer les émotions en période de stress intense. Et les entrepreneurs devraient s'en inspirer. Et les outils que l'on partage avec l'entreprise sont issus aussi des techniques militaires. C'est-à-dire comment je fais dans un moment de stress intense où les émotions peuvent me dominer, me submerger, trouver des techniques qui me permettent de rationaliser et d'apporter des réponses, donc de décider de la bonne manière. Et la deuxième chose que je rencontre souvent chez les entrepreneurs, qui sont la plupart... j'avais fait un article sur un réseau social. De mon expérience, c'est 3 managers sur 4, 3 dirigeants sur 4 qui sont dans l'illettrisme émotionnel. Et la deuxième conséquence, c'est que la majorité des gens avec qui je travaille ne savent pas exprimer leur joie. Ça, c'est un gros handicap, parce que surtout chez RCF où la joie se partage. La joie se partage. Ouais. Et le problème, donc, ce sont des gens qui ont des grandes réussites professionnelles, mais sont dans l'inappréciation de ce qu'ils vivent. Ils ne sont pas dans la gratitude de ce qu'ils vivent. Donc je pose cette question de 1 à 10, et vous pouvez vous poser cette question. À combien vous êtes heureux dans votre vie aujourd'hui? J'ai rarement plus de 5 à cette réponse-là. Pourquoi? Parce que si je ne sais pas apprécier mes émotions, j'annihile les émotions désagréables, mais j'annihile aussi les émotions agréables. Donc ils s'interdisent la joie. Pourquoi? Parce que ils ont l'impression que c'est pas productif, que ça va pas dans la bonne direction pour leur organisation? On pense que la performance, elle est liée, on la dissocie de la vulnérabilité. Si un entrepreneur exprime sa tristesse, s'il exprime ses peurs, s'il exprime sa surprise, ça veut dire qu'il n'est pas préparé. En fait, ça veut dire qu'il est vulnérable. Donc la seule émotion que bien souvent un entrepreneur, un dirigeant va s'autoriser, c'est la colère. Parce que la colère, elle est dans l'énergie. Le problème de la colère, c'est qu'elle a son rôle à jouer, mais que la colère annihile toutes les autres émotions et la joie. Et je sais de quoi je parle parce que moi j'étais dans la colère pendant 20 ans dans mon management, et que quand vous êtes dans la colère, vous êtes incapable de ressentir de la tristesse. Donc j'ai perdu un petit frère il y a quelques années. À son enterrement, j'étais en colère, j'étais pas triste. Et quand j'avais des expériences qui étaient extrêmement positives dans mon milieu professionnel, des grandes réussites. J'avais tout le monde, toutes mes équipes qui faisaient pump it up dans les bureaux, et la seule personne qui n'était pas capable de se réjouir, c'était moi. Parce que la seule colère que je m'autorisais à exprimer, la seule émotion que je m'autorisais à exprimer, c'était la colère. Et plus généralement, là on a beaucoup parlé des entrepreneurs, mais pour nous tous dans la population générale, comment est-ce qu'on peut détecter qu'on a peut-être un problème avec l'écoute de nos émotions? Posez-vous, interrogez-vous sur quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on vous a demandé ce que vous ressentez. Moi, c'est une question qui a changé ma vie il y a quelques années quand ma femme me l'a posée. Elle m'a posé cette question alors que j'étais en train de lui partager un problème professionnel que j'étais en train de vivre. Et moi, je rationalisais ce problème. J'essayais de trouver des solutions logiques, mentales. Elle m'a posé la question de qu'est-ce que tu ressens. Je dis, Eric, qu'est-ce que tu ressens?
Et quand elle m'a posé cette question-là, moi, je me souviens que j'étais profondément agacé. Je me suis agacé à cette question. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir ce que je ressens? C'est vraiment pas important. Est-ce que tu comprends vraiment, là, dans les ennuis que j'ai? Je vais peut-être perdre mon travail, je vais peut-être perdre mon salaire, je vais peut-être perdre ma voiture de fonction, ma carte de crédit de fonction, mon mug de fonction, je peux tout perdre. Et tu me demandes ce que je ressens. Et à quoi ça sert? Et là, elle m'a reposé une deuxième fois cette question-là, qu'est-ce que tu ressens? Et là, j'ai compris qu'il fallait que je lui réponde. Et j'étais dans cette incapacité à exprimer, à dire quelle émotion il y avait derrière. C'est ça l'illettrisme émotionnel. Mais quand vous êtes dans cet illettrisme émotionnel, en fait, eh bien, vous ne pouvez pas décider de la bonne manière. Parce que ce que j'ai compris, c'est que j'étais en colère. J'étais en colère parce que j'étais impuissant à trouver une solution logique, mais qu'il faut comprendre que les êtres humains ne sont pas que des êtres logiques, mais aussi des êtres biologiques. Donc il y a la raison et il y a l'émotion. Et souvent, on les oppose, alors qu'en fait, on devrait les associer. Et ce que j'ai compris, cette colère qui venait de mon impuissance, ça veut dire que j'avais un besoin de maîtriser les choses. Sauf que dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Exactement. Eh ben, on va faire une pause. Avant de passer aux solutions et la manière de grandir sur ce sujet, on écoute votre choix musical, Eric Chabot, Bradley Cooper, qui interprète Maybe It's Time. Donc Eric Chabot, on a compris dans la première partie de l'émission que l'illettrisme émotionnel est invalidant pour son épanouissement personnel, mais aussi dans sa relation aux autres, notamment en milieu professionnel. Il peut même freiner une carrière. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une facilité? Est-ce qu'il faut se résoudre à être complètement handicapé émotionnellement? Une fatalité. Bien sûr que non, c'est pas une fatalité. En fait, on peut tous changer. Donc, ce que j'ai été hier n'est pas forcément ce que je suis aujourd'hui, et ce que je suis aujourd'hui dépend de qui je décide d'être. Donc, peu importe que j'étais dans l'illettrisme émotionnel, et je parle de mon expérience, pendant 20 ans, j'ai été dans cet illettrisme émotionnel. J'étais un dirigeant qui était incapable de ressentir ses émotions. Même la colère, je ne la ressentais pas. Pourtant, c'était elle qui était derrière. Je n'étais pas capable de l'exprimer, de la ressentir. Et puis, j'ai changé. Et mon changement, il a commencé il y a seulement 4 ans. Et ça commence par quoi? Alors, voilà. Alors, c'est une excellente question. Il y a plusieurs choses. Ça démarre toujours par une prise de conscience. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand je me regarde, quand je m'introspecte, est-ce que je suis capable de dire si je suis capable de lire mes émotions? Si la réponse est non, ou je pense pas, la première question qu'on va se poser, dans toute chose, qui va nous permettre déjà de reconnaître dans quel type d'énergie je suis. C'est la première des choses. C'est que dans tout ce que l'on fait, on est soit dans une énergie de peur, soit dans une énergie d'amour. Okay? L'énergie d'amour, ça va être la joie, ça va être la confiance, ça va être la gratitude, ça va être la reconnaissance. Et c'est dans une forme de lâcher-prise, peut-être? Alors, c'est du lâcher-prise, mais posez-vous la question dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Okay? Peut-être vous êtes sur un objectif, peut-être vous avez un projet. Est-ce que ce projet, vous le faites par amour ou est-ce que vous le faites par peur? Tu prends le désir d'un enfant. Est-ce que le désir d'un enfant, vous le faites par amour ou vous le faites par peur? Pour une femme, peut-être après, ça va être trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Et dans tout ce que l'on fait, on est soit par peur, soit par amour. C'est la première des choses à identifier. Ensuite, pour continuer sur cette voie-là, mais déjà quand on sait faire ça, en fait, on va comprendre que comment je peux transformer cette énergie de peur en cette énergie d'amour. Parce que c'est possible? Bien sûr, c'est possible. C'est toute une question de perception. Mais ça veut dire remettre en question un choix, une décision? Non, tu remets pas forcément en question ton projet de vie ou ton projet professionnel, mais tu vas l'aborder d'une manière différente. Plutôt que de l'aborder avec une énergie de peur, donc qui peut être une énergie sclérosante, qui peut être une énergie donne, qui va t'empêcher d'attirer à toi les bonnes relations, les bons partenaires, tu vas te dire que finalement, si tu fais ça, c'est pour une bonne raison. Donc tu fais quelque chose pour plutôt que quelque chose contre. Donc il faut trouver l'objectif positif ou la destination positive de ce qu'on est en train de décider de faire. Exactement. Ça va permettre autre chose, ça va permettre de t'orienter sur les solutions que tu vas mettre en œuvre pour atteindre cet objectif-là, plutôt que de te focaliser sur tous les problèmes, tout ce qui va être compliqué à mettre en œuvre, tous les investissements en termes de temps, etc. Tout ce qui va t'empêcher finalement de réussir ton objectif. Donc tu parles, vous parlez là des entraves finalement qui créent la peur. Oui, exactement. Et souvent la peur, elle est inconsciente, et celle qui est somatisante, c'est la peur de la peur. Okay. La peur est importante, tu disais quelque chose tout à l'heure de très juste, c'est que on ne peut pas vivre sans émotion. Si l'homme vivait sans émotion, il aurait peut-être une espérance de vie de 30 minutes.
Parce que dès que je sors dehors pour traverser la rue, je ne prends pas le temps de regarder à gauche ou à droite. Ou alors je vais sortir sans m'habiller, puisque j'ai pas peur du regard des autres. Donc en fait, les émotions sont excessivement importantes et nous orientent finalement. Ça nous permet de nous socialiser d'abord. C'est le rôle des émotions, c'est nous socialiser, c'est-à-dire vivre les uns avec les autres. Et ça permet de nous élever. L'émotion, je te parlais d'un message. On parle de facteur émotionnel. La notion de facteur émotionnel, c'est exactement comme si tu avais un facteur qui venait frapper à ta porte plusieurs fois par jour pour t'apporter un message. Et sur ce message, il est écrit, en fait, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour devenir la meilleure version de toi-même. Mais alors, une fois qu'on a réussi à comprendre qu'on est plutôt dans une émotion positive, d'amour, ou dans une émotion de peur, on continue sur sa voie d'amour si on est déjà sur cette voie-là, mais si on s'aperçoit qu'il y a de la peur dans ce qu'on est en train de démarrer ou en train de faire, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le message de la peur? Pourquoi on a peur? La peur, ça nous permet, cette émotion de peur, le message qu'elle nous envoie, c'est « Es-tu suffisamment préparé ?» Es-tu suffisamment préparé? Pourquoi tu as peur? Donc, si tu as besoin d'être plus préparé, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour être plus préparé? Donc, ça peut être la peur de parler en public. Donc, de quoi tu as besoin pour te préparer à parler en public? De quoi tu as besoin pour venir faire une interview à la radio, pour ne pas avoir peur? Peut-être qu'il faut que tu te prépares un peu plus. Okay? Peut-être qu'il faut que tu vives davantage d'expérience pour avoir davantage de feedback qui vont te permettre de petit à petit, de fil en aiguille, d'avoir un peu plus d'assurance, un peu plus confiance en toi. Okay. Donc la peur, elle a un message. Donc elle ne doit pas nous annihiler, elle doit nous apprendre en fait à mettre les bonnes actions en place pour arriver à dominer cette peur et avoir un peu plus confiance. La confiance est le pendant de la peur. Moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Et l'inverse est vrai aussi. Et donc là, vous nous avez expliqué comment ne pas se laisser dicter son comportement et ses choix par la peur, donc par une émotion négative. Comment est-ce qu'on apprend à comprendre son émotion pour être dans une meilleure interaction aux autres aussi? Ok, alors juste une question de sémantique. Il n'y a pas d'émotion négative. Il y a des émotions. Aucune émotion est négative. Toutes les émotions sont bienveillantes. Ce facteur émotionnel qui vient t'apporter un message, tous les messages en fait sont là pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Okay. Après, j'entends, quand on va dire négatif, c'est désagréable. Une émotion qui peut être désagréable. Qui peuvent pousser à faire quelque chose de moins bien. Oui, quand on est dans l'illettrisme émotionnel. C'est-à-dire qu'on va subir son émotion, on va réagir à cette émotion, plutôt que d'essayer de la comprendre, de comprendre le message et de trouver les solutions et les actions qu'on va mettre en place après derrière. Alors, comment arriver à devenir un lettré émotionnel? Comment j'ai fait, moi, en l'occurrence, pour être cet illettré parfait en émotion? Quand ma femme m'a demandé quelle émotion je ressentais, dans l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, j'étais incapable de lui répondre. Vraiment. Donc, je lui ai demandé qu'elle me cite des émotions pour pouvoir... Donc, je ne savais même pas dire les émotions principales. Elle était douée en émotions? Oui, elle est coach aussi. Donc, elle savait le dire. Donc, les émotions principales, je les redonne pour ceux qui ne le savent pas, c'est la colère, la joie, la surprise, le dégoût, la tristesse. Ça, c'est des émotions primaires. Ces émotions primaires vont se décliner en sentiments. Un sentiment, c'est un ressenti qui vient du mental. Okay? Et ce ressenti qui vient du mental va être composé de plusieurs de ces émotions primaires. Et derrière, les sentiments vont se dire avec des dizaines et des dizaines d'adjectifs. Il y a des dizaines d'adjectifs pour exprimer la colère. Ça peut être l'anxiété, ça peut être la frustration, ça peut être... Il y en a plein pour exprimer la tristesse. Et c'est important de connaître ces mots-là, parce que si je ne connais pas ces mots, je serai incapable d'exprimer ce que je ressens. Et ce qu'il faut comprendre avec les émotions, c'est que ce qui ne s'exprime pas avec les mots MOTS va finir par s'imprimer avec les mots MAUX. Toutes les douleurs, tout ce qu'on revit, et dans l'entreprise, le burn-out, la dépression, a une origine émotionnelle. Il y a beaucoup de livres aussi qui traitent du cancer, qui disent que le cancer a une origine émotionnelle. Alors comment est-ce qu'on apprend les mots des émotions? Eh bien, on ouvre son dictionnaire, on va sur les on va sur YouTube, on va sur n'importe quel type de réseau. Peut-être on pourra mettre un lien aussi sur ton podcast où je pourrais donner 120 adjectifs qui vont venir décrire ces émotions et donner du vocabulaire qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire qu'on appauvrit le vocabulaire. Il suffit de voir quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que ça va?
la majorité des gens te disent bien. Mm. Mais ça veut dire quoi, bien? Oui, ça peut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Souvent, on dit bien pour ne pas dire pas bien, parce que c'est pas bien vu de pas être bien. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si on connaît les mots pour dire que je me sens fier, je me sens reconnaissant, je me sens dans la gratitude, tous ces mots, en fait, vont pouvoir nous dire dans quel état émotionnel. Et quand tu fais ça, faut pas oublier que l'état émotionnel est contagieux. Et dans l'entreprise, donc un manager qui ne saurait pas ressentir, qui ne saurait pas partager ses émotions, va contaminer ses collaborateurs si c'est pas gérer son stress. Donc ça veut dire, si je comprends bien, apprendre les mots pour exprimer les émotions, parce qu'il ne suffit pas de savoir connaître, les avoir en tête, il faut les utiliser dans son vocabulaire au quotidien. Et plus chacun va exprimer son émotion avec des mots variés et une richesse de nuances, plus finalement il va, comme vous le dites, contaminer son entourage pour que chacun se sente autorisé à s'exprimer, à exprimer ses émotions. Autoriser. Le rôle d'une autorité, que ce soit une autorité parentale, scolaire, donc un professeur ou un manager ou un dirigeant ou un entrepreneur, ça va être d'autoriser les autres à exprimer ce qu'ils ressentent. Eh bien, on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Un grand merci, Éric Chabot, de nous avoir ouvert sur ce handicap invisible finalement qui nous touche plus ou moins tous. Merci de nous avoir éclairé sur la manière d'essayer d'y remédier. À chacun maintenant de mieux s'écouter et mieux comprendre son fonctionnement pour progresser dans sa vie et notamment sa relation aux autres. À très vite pour un nouveau numéro d'Ivoire Clair. Merci Pauline.